Alain Badiou, vous vouliez réagir? C'est tellement bête. Oui, mais je voudrais quand même qu'on recentre un peu la discussion sur ce qui est son enjeu véritable, à savoir quelle a été et quelle est, depuis un certain nombre d'années, la fonction de l'accusation d'antisémitisme dans la polémique intellectuelle. Ça a commencé il y a quelques années et ça se continue aujourd'hui. Quelle est la signification de cette imputation? Tout le monde sait que c'est une imputation d'une gravité exceptionnelle. C'est pas simplement parce que j'en ai été la victime que je le dis. Tout le monde sait que derrière cette imputation, il y a la référence au génocide nazi, à l'extermination des Juifs d'Europe. Que traiter quelqu'un d'antisémite aujourd'hui, c'est évidemment tenter de faire de lui une critique dont il ne se relèvera pas. C'est un argument de dernier ressort et de dernière instance, et on le sait bien. Ce que Renaud Camus appelle une arme absolue de langage. Absolument, voilà. mais Renaud Camus... Alors, précisément, à partir de ce moment-là, il faut quand même distinguer le cas où il y a des énoncés clairement antisémites. Et je soutiens que dire qu'il y a trop de juifs à France Culture est un énoncé antisémite. Il n'a pas dit ça. Et puis des énoncés qui ne sont nullement antisémites et qui consistent à critiquer la politique israélienne dans tel ou tel de ses aspects. Question qui, en elle-même, n'a absolument rien à voir avec l'antisémitisme, ni même avec la question des Juifs. C'est comme si on me disait, moi, à l'époque où j'ai critiqué de la façon la plus violente et la plus véhémente le gouvernement français à propos de la guerre d'Algérie, ou le gouvernement français actuel à propos de sa politique concernant les flux de migration et les prolétaires d'origine étrangère, que je suis un anti-français. C'est totalement absurde, vous comprenez? Et ça, c'est quelque chose que vous avez contribué à mettre en place. Non. Vous avez beau le dire, vous avez contribué à mettre en place ce système général qui empoisonne entièrement la polémique sur ces questions et qui est l'identification du signifiant et du noble mot juif à la politique israélienne et à l'État d'Israël. Vous avez étatisé le mot juif, vous l'avez collé à l'État d'Israël, et maintenant, vous vous plaignez du fait que critiquer l'État d'Israël soit critiquer les Juifs. C'est vous qui avez construit cette identité. Excusez-moi juste de vous interrompre, je vous donne la parole. Vous ajoutez, Alain Badiou d'ailleurs, mais vous n'en faites pas le reproche à Alain Finkielkraut, et vous aussi, Éric Hazan, puisque vous avez écrit le même livre, qu'on parle aujourd'hui de l'État juif. Vous dites, après tout, pourquoi on dit l'État juif? C'est une manière, pour vous, justement, de rendre complices, forcément solidaires, tous les juifs du monde. Vous préfériez qu'on dise quoi? L'État hébreu? L'État hébreu, comme on a dit pendant longtemps, je pense que ça apaiserait déjà beaucoup d'éléments de cette polémique. Et en outre, je voudrais dire de façon plus générale que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où faire très attention aux liens entre les États, le nom des États, et les considérations identitaires ou raciales. On sait ce qu'a donné l'amorce de débat ici même sur le caractère français de l'État français, si je puis dire. Pas oublier que c'est Pétain qui avait appelé notre État l'État français. Hein. Donc la corrélation entre un État et une identité est quelque chose d'extraordinairement redoutable. Et la meilleure preuve, c'est que chez nous, évidemment, il y a d'innombrables, des millions de gens dont les racines ne relèvent pas de cette identité. Ça s'applique à nous et ça s'applique aussi à l'État juif. L'État d'Israël a été construit, bâti, pour que les Juifs soient en majorité quelque part dans le monde, pour qu'ils puissent prendre, oui, en effet, leur destin en main, qu'ils puissent ressaisir toutes leurs prérogatives de peuple. Alain Badiou dit, c'est comme si on m'accusait, quand je critique très violemment la France, d'être anti-français. Il y a malgré tout une différence très intéressante. C'est que l'antisionisme radical, ce qui n'a rien à voir avec la critique de la politique de l'État d'Israël, c'est une délégitimation d'Israël comme tel, c'est-à-dire une manière de dire Israël doit cesser d'exister. Israël est une anomalie historique. Israël est en soi-même une injustice avec laquelle il s'agit d'en finir au travers de la création d'un État binational, d'un État laïque, voire de la disparition pure et simple d'Israël. C'est sans doute le seul État de la terre qui soit justiciable d'une critique aussi intransigeante, aussi profonde, aussi radicale. Donc il est assez légitime que beaucoup de juifs s'émeuvent d'une telle critique. Mais j'ajoute que le point central de votre livre n'est pas là. Éric Hazan, Alain Badiou, Éric Hazan, vous l'avez dit.
vous considérez, vous, que ceux aujourd'hui qui parlent d'antisémitisme, d'un regain de l'antisémitisme, veulent semer la méfiance et l'hostilité envers la jeunesse populaire, stigmatiser les immigrés pour justifier l'exploitation. Il s'agirait donc d'une opération idéologique, d'un mensonge organisé. Alors moi, je ne suis pas tout à fait menteur, je suis, si vous voulez, crédité d'une bêtise candide. C'est un drôle d'hommage, je suis quand même le ravi de la crèche. Mais les autres ont, en quelque sorte, monté cette opération de toutes pièces. Et alors là, moi, je vais vous dire que ce discours m'a ramené à l'année de ma naissance, 1949, l'affaire Kravchenko. Voilà un homme qui publie aux États-Unis « J'ai choisi la liberté » et quel est le titre de l'article écrit dans les lettres françaises? Comment fut fabriqué Kravchenko? Kravchenko fait un procès. À ce procès témoigne Margaret Buber-Neumann, déportée au Goulag, déportée à Ravensbrück. Les communistes n'entendent rien. Pourquoi? Parce qu'ils dénoncent une opération. Dans un monde divisé en deux camps, il y a en effet, je l'ai dit tout à l'heure, les oppresseurs et les opprimés. Les intellectuels au service des oppresseurs veulent décourager les opprimés ou les calomnier. Et la patrie soviétique, c'était la patrie de l'émancipation des travailleurs. Alors il fallait raconter qu'il y avait un goulag. Et là, c'est exactement la même chose. Il faut raconter qu'il y a de l'antisémitisme. Il faut raconter qu'il y a de l'antisémitisme. Non, il y a de l'antisémitisme. Ce fait existe et l'extrême droite, dans la montée actuelle de l'antisémitisme en Europe, n'a qu'une part très marginale, très minime. C'est en effet un antisémitisme de type nouveau, avec de nouveaux acteurs qui ne s'expriment pas toujours dans la langue de l'antisémitisme nazi, d'autant plus qu'il a une formulation beaucoup moins raciste qu'antiraciste. Les juifs ont à répondre aujourd'hui de l'accusation de racisme, tout le temps. Appel à la haine antiraciste, ça évidemment, les juifs ne s'y attendaient pas et c'est leur destin actuel. Vous avez trouvé quelque chose comme ça dans notre livre? Appel à l'antiracisme, etc. Non, je dis que c'est l'appel à la haine antiraciste, c'est ce dont les juifs sont victimes. Oui, et ça existe aujourd'hui. Ça n'est pas du tout ce dont nous parlons. Nous essayons de traiter un problème tout à fait précis dont vous ne cessez de vous éloigner, qui est de savoir quel est l'usage polémique dans les luttes idéologiques et intellectuelles aujourd'hui de l'accusation d'être antisémite. C'est ça le point. C'est le point qui nous a concernés, et c'est un point que l'on voit tous les jours. Il y a des livres entiers qui visent à stigmatiser à la fois, non seulement les jeunesses populaires, mais les intellectuels qui la soutiennent, et bien d'autres, pour des motifs qui... Éric Hazan. Il faut comprendre aujourd'hui quelle est l'idée de accuser d'antisémitisme cette jeunesse qui est outre-périphérique. Il y a deux buts. Le premier but, c'est que cette jeunesse, dont on sait qu'elle porte les casquettes à l'envers, qu'elle est mal élevée, qu'elle détruit l'école, qu'elle est violente, qu'elle est xénophobe, en plus, on lui porte l'accusation suprême, en plus, elle est antisémite. Alors vraiment, ça justifie qu'on empile les lois sécuritaires et qu'on leur envoie les cow-boys des bacs pour les tenir. Vous dites qu'il y a deux buts, ce serait le premier. C'est une opération. Le deuxième but. On n'est pas dans votre émission Finkielkraut, alors arrêtez de me couper la parole. Le deuxième. Le deuxième but, c'est de clouer le bec de tous ceux qui ont un peu de porte-voix et qui critiquent l'État d'Israël, qui critiquent la politique palestinienne de l'État d'Israël. Cela, c'est inadmissible, surtout s'ils sont juifs. Par conséquent, il convient absolument de leur boucler la bouche, de les faire taire en les accusant d'antisémitisme, c'est-à-dire en créant cet amalgame entre critique de l'État d'Israël et antisémitisme. Il y a même un type qui était autrefois Médecins sans frontières, puis ambassadeur de France, puis maintenant à l'Académie française, qui s'appelle Ruffin, qui avait proposé un projet de loi pour dire que la critique israélienne, la critique de la politique israélienne était qu'on pouvait le pénaliser. C'était le rapport Ruffin en 2004, cette même année d'ailleurs, où il y a eu effectivement un certain nombre... 2 ans après l'année de cristal.
d'actes antisémites. Je Oui, Alain Finkielkraut. Je vais répondre d'abord en parlant de mon émission, puisqu'il est dit dans le livre que j'ai une force de frappe médiatique très importante, avec une émission sur RCJ qui n'existe plus depuis 5 ans, et avec Réplique. Alors, un mot sur émission Réplique. Sur France Culture. Émission sur France Culture. À Réplique, je me sers de cet instrument pour inviter notamment Slavoj Žižek, il y a 2 semaines, un philosophe très proche d'Alain Badiou. Dans 10 jours, Ignacio Ramonet, ancien directeur du monde diplomatique. Et quand je consacre une émission à Israël, j'invite Elie Barnavi et Régis Debray pour sa lettre à un ami israélien. Voilà la conception que j'ai de mon travail intellectuel dans cette émission. Alors, une opération visant en quelque sorte à discréditer, à diffamer la jeunesse populaire. Avec cet argument, encore une fois, luttiste de classiste, et selon la logique de leur idée, Alain Badiou et Éric Azan écartent tous les rapports qui existent. J'en citerai 2. Le rapport Aubin sur les difficultés dans un certain nombre de lycées sensibles, difficultés de plus en plus grandes à enseigner la Shoah, et rapport confirmé dans plutôt diagnostic confirmé dans un rapport du Haut Conseil à l'intégration confié au Premier ministre en janvier 2011. Un rapport très impressionnant sur les conditions d'enseignement actuelles, où d'ailleurs les juifs et le judaïsme ne sont pas seuls visés. C'est vrai aussi qu'il est de plus en plus difficile d'enseigner le passé chrétien de la France jusque dans les écoles primaires, parce qu'un certain nombre de parents s'y opposent. Mais alors tout ce qui concerne de près ou de loin les juifs, il y a des lieux où c'est carrément impossible. Je parle aussi, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait de nombreux parents juifs qui étaient obligés de retirer leurs enfants d'un certain nombre d'écoles parce que précisément ils sont soumis à des vexations, des avanies continuelles, donc ils vont dans des écoles juives, voire parfois dans des écoles catholiques. Voilà la situation dans laquelle nous vivons, et cette situation n'est pas prise en compte puisqu'il ne s'agit que d'une opération visant à calomnier, selon le dialecte en vigueur, la jeunesse populaire. Un dernier mot, Jean-Christophe Rufin, c'est très intéressant ça. Tout d'un coup, on vous explique que Jean-Christophe Rufin veut pénaliser la critique d'Israël. Eh bien, j'ai relu son rapport. Il s'interroge non pas sur l'antisionisme, mais sur ce qu'il appelle l'antisionisme radical. Il dit qu'il n'est pas question de sanctionner des opinions politiques portant critique sur tel gouvernement et qui sont parfaitement légitimes. Ce qu'il s'agit de sanctionner, c'est le retournement pervers et diffamatoire du racisme contre ceux-là même qui en étaient victimes à un degré inégalé. Voilà. C'était tellement ridicule que finalement cette partie vous oubliez. C'est-à-dire, est-il légitime simplement aujourd'hui pour condamner la politique israélienne, de traiter sans cesse les Israéliens et les Juifs qui les soutiennent de nazis? Je pense en effet qu'on ne peut pas pénaliser un tel comportement, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'un appel à la haine raciale. Mais qui dit ça? Mais qui dit ça, en fait? Arrêtez de dire n'importe quoi, en fait. L'étoile de David et marié à la croix gammée, c'est un lieu commun des manifestations antisionistes d'aujourd'hui. C'est sur Internet tout le temps. La nazification d'Israël, c'était même dans l'article qui vous a semblé merveilleux d'Edgar Morin et Daniel Salnave, puisqu'on vous expliquait, et de Saminaire, puisqu'on vous expliquait tout simplement que le peuple élu se comportait comme la race supérieure. Ça, c'est ce qu'on entend tout le temps. Il y a eu Edgar Morin, racisme. Antisémite bien connu, Edgar Morin. Non, alors, Edgar Morin, je l'ai reçu à mon émission. Et vous êtes venu débattre ici avec lui, et je l'ai reçu à mon émission pour cet article. Je n'ai absolument pas participé au procès qui a été engagé contre lui. Je dis simplement que la comparaison sionisme-racisme, sionisme-nazisme est devenue un lieu commun. Et je vous rappelle qu'en 1976, cette équation sionisme-racisme a été jugée ignominieuse par Michel Foucault. Et il faudrait se souvenir de Foucault à propos de ça aussi.